nos sponsors. Je pense que vous les avez... Est-ce que ça marche, ça? Ouais. Je pense que vous les avez vus. Voilà. Alors, pour cette session, je vais vous demander d'être particulièrement agile et particulièrement intelligent. Donc un peu plus intelligent que d'habitude. Vous êtes prêts? C'est bon? Ok. Donc, soyez spontané, ne t'énerve pas, arrête de déprimer. Ce sont des injonctions paradoxales. Donc, on ne peut pas provoquer un phénomène naturel, émotionnel ou spontané par un acte de volonté. Donc, soyez agile et changez de mindset. Est-ce que ce sont des injonctions paradoxales? Donc, je vais vous raconter une petite devinette. Je précise que ce n'est pas une blague, c'est une devinette. Combien faut-il de coachs agiles pour changer une ampoule? Réponse, un seul, mais l'ampoule doit avoir la volonté de changer. Ah, ça fait rire, c'est marrant, ça. Première fois. Il n'est pas de meilleur changement que ceux qui sont spontanés. Donc ça nous vient de Malarevich, systémique. Et pour une bonne raison, c'est que cette spontanéité dans le changement, ça permet l'appropriation. Donc voilà un petit exemple de boucle systémique qu'on peut éventuellement retrouver dans les entreprises. Ce n'est pas systématique, mais voilà un exemple de cercle vicieux qu'on peut retrouver. Une solution agile imposée, donc un manque d'appropriation et d'implication de la part des équipes ou des managers. Et du coup, un réflexe de command and control pour pouvoir imposer une solution agile. Et on est dans un cercle vicieux. Donc pour pouvoir un peu étudier cette problématique-là, on va prendre tous l'avion, là on va décoller pour San Francisco. Ah, c'est parti un peu trop vite là. Hein? Bon, merci, Cédric. Merci pour le feedback en live. Et donc du coup, on part pour San Francisco. L'école de Palo Alto sont des précurseurs donc, de la thérapie brève et nous donnent pas mal d'outils pour pouvoir analyser ce genre de problématique de cercle vicieux, de boucle systémique. Donc je vais demander de vous relaxer, de vous détendre. On est en Californie, allongé sur une chaise longue, un petit jus de fruits. Vous entendez des glaçons juste à côté de vous, la fraîcheur. Vous sentez l'odeur de la mer et on se prend un petit livre, un petit bouquin de systémique justement, de Palo Alto. Et on regarde ça. Le recours à l'extrémisme survient le plus souvent à la suite de la conviction d'avoir trouvé la solution définitive totale. Tiens, c'est intéressant, ça me rappelle quelque chose. Et donc, ce n'est pas la manière dont les choses sont réellement qui constitue le problème et qui doit être changée, mais la prémisse selon laquelle les choses devraient être d'une certaine façon. Une transformation agile fondée sur la base d'un modèle idéal et théorique est un problème en soi. Donc, le coach ou consultant agile qui vient avec une solution renforce en fait le problème. Ok? Donc, le problème, c'est la solution. Ça va? C'est clair? Bon. Ce genre de logique systémique, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent quand on est dans les cercles vicieux, dans les boucles systémiques de la sorte. Alors, pour le dire autrement, une citation, donc en nous efforçant d'atteindre l'inaccessible, nous rendons impossible ce qui serait réalisable. Donc, encore un autre exemple, framework agile théorique et imposé, donc fake agile, pas d'auto-organisation, des résultats décevants. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va faire du consulting agile top-down et une pression pour le changement. Et donc on va retrouver un framework agile théorique et imposé. Et la boucle est bouclée et on recommence. Donc je ne dis pas que c'est systématique, et je ne dis pas que c'est aussi simple que ça, mais ce sont ce genre de choses qu'on peut retrouver parfois dans certaines entreprises ou dans certaines équipes. Exemple, on va vous montrer comment vous auto-organiser. Ok? Donc, pour exprimer ça, je vous donne une petite histoire que raconte Paul Václavich. Donc, c'est un des personnes qui a le plus communiqué de Palo Alto, de l'école de Palo Alto. Et il explique cette petite anecdote. Donc, thérapie familiale. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les outils qu'on a en thérapie familiale, on peut tout à fait les retrouver dans ce qui se passe au niveau des équipes, avec leur manager ou au sein des équipes dans une entreprise. Et donc, c'est l'histoire d'une mère qui offre à son fils 2 cravates, une cravate bleue et une cravate rouge.
Et donc le lendemain, le fils met la cravate bleue. Et la mère lui dit, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas mis la cravate rouge? Évidemment, s'il avait mis la cravate rouge, la mère lui aurait reproché de ne pas mettre la cravate bleue. Et s'il n'avait pas mis du tout de cravate, alors là, catastrophe, c'est encore pire. Mais du coup, la seule manière logique pour le fils, pour pouvoir être cohérent dans ce système, c'est de mettre à la fois la cravate rouge et à la fois la cravate bleue. Et ce qui, vu de l'extérieur, peut paraître complètement fou. Et donc Palo Alto, pendant longtemps, ils ont cherché à montrer que c'était ça qui provoquait la schizophrénie. En fait, c'est un peu plus complexe que ça, et ça ne suffit pas à expliquer. Mais on se retrouve avec ce genre de système, parfois un peu schizophrénique. Puisqu'on veut imposer donc un système théorique, alors que dans la vraie vie, dans le réel, pour pouvoir continuer à travailler, on ne peut pas tout appliquer, on est obligé de faire deux choses à la fois. Ok? Donc, je vais demander de prendre un petit feutre, un petit stylo, un petit calepin, parce qu'il est tard, donc on va essayer de... J'espère que je n'ai pas montré la réponse. Non, c'est bon. Et donc, vous allez devoir donc, tracer 4 lignes sans lever le stylo et en passant par tous les points. Donc, comme je disais, il est un petit peu tard, donc on va faire un peu de jeu, un peu de petites choses comme ça. Donc, je vous encourage, allez-y. Faites le jeu, s'il vous plaît. Voilà. Ce qui m'intéresse en fait dans ce petit exercice, c'est que c'est ce moment où on se dit c'est pas possible. Je comprends pas, je veux dire, c'est impossible. Donc je vais vous montrer la réponse. En fait, si, c'est possible. Il y a une solution à cette énigme. En fait, ce qui est intéressant de voir avec ce problème, c'est que parfois on cherche des solutions dans un ensemble déjà défini et qu'on reste bloqué parce que on cherche dans un ensemble de possibilités qui est restreint. Typiquement à la culture de l'entreprise, par exemple. Donc, on doit parfois sortir du cadre pour trouver la solution. Alors, un autre exemple de boucle systémique, manque d'empowerment, donc attente de solutions managériales de la part des équipes. Du coup, les managers trouvent des solutions managériales, mais forcément, après, les équipes manquent d'empowerment. Et on se retrouve encore dans une boucle systémique. Alors, c'est plus complexe que ça, il y a du management 3.0, on peut faire délégation poker, etc. Mais, vous voyez, c'est un peu l'idée de l'enfant, dès qu'il pleure, on va toujours aller le consoler. À aucun moment, il va pouvoir apprendre que, de temps en temps, il doit apprendre à se calmer tout seul. Bon, je rigole parce que j'ai ma femme qui est là, dans l'assistance. Manque d'agilité en interne, donc solution d'un cabinet extérieur pour pouvoir y remédier. Problème, manque d'auto-organisation et d'appropriation. Encore un exemple de boucle systémique. Et donc le problème, c'est la solution. Comme très souvent dans les boucles systémiques, le problème, c'est la solution. C'est-à-dire qu'on cherche des solutions parmi ce qu'on a l'habitude de faire, ce qui nous paraît logique de faire. Problème, on continue à faire tourner cette roue, ce cercle vicieux. Donc, aider quelqu'un l'empêche d'apprendre. Ça, c'est le type de recadrage qu'on peut apporter. Donc, dans le sens recadrage, une manière différente d'expliquer les choses. Donc, conduire le changement consiste parfois à recadrer la perception des sujets. Donc, un carré, vu dans son ensemble, comprendre la perspective de la problématique et se rendre compte qu'on peut le voir aussi sous la forme d'un rond. Donc cette image, cette métaphore permet un peu de comprendre d'autres manières, donc en systémique, d'aborder les problématiques et de les traiter en recadrant le sujet. En le faisant justement cette analyse de compréhension des boucles systémiques et d'identifier les solutions qui font qu'on continue à faire vivre les problèmes. Donc par exemple, un exemple de recadrage aussi, c'est une manière différente de décrire un sujet. Donc l'agilité et le cycle en V sont finalement très proches. Ce qui change surtout, c'est la durée des lots qu'on appelle sprint en agile. Ça, c'est une manière d'arrêter de discuter sur l'agile, pas agile, mais simplement de dire, attendez, c'est bon, c'est pareil, c'est pas grave, hein, on réfléchit, on développe et on teste. Bon, sauf qu'on le fait un peu plus vite, un peu plus souvent. L'agilité autorise uniquement les changements voulus par les acteurs. C'est vrai.
C'est comme l'idée du verre à moitié vide ou à moitié plein. Les deux manières de décrire la situation sont justes. C'est juste une question de perspective et de point de vue. Donc je vous emmène à Fort Boyard, on reprend l'avion, enfin plutôt le bateau, et on va à Fort Boyard. Et là, on va jouer au jeu des bâtonnets. Donc je vais demander de vous mettre par deux et de jouer au jeu des bâtonnets. Donc vous avez des petits calepins, vous pouvez tracer 20 bâtonnets sur votre cahier. Donc c'est important de jouer le jeu parce que c'est une expérience. Et donc vous retirez chacun votre tour, 1, 2 ou 3 bâtonnets. Celui qui prend le dernier bâtonnet perd le jeu. Donc je vous laisse un petit peu jouer. Alors, en fait, c'est pas très important qui a gagné, qui a perdu, quoique. En fait, il est possible de gagner systématiquement à ce jeu. Si on commence à jouer, qu'on fait en sorte de laisser à l'adversaire 17 bâtonnets, puis 13, 9, 5, finalement 1, on est capable de gagner systématiquement à ce jeu. Qui connaissait le truc? 1, 2, 3, 4, ok. Toi, tu avais déjà vu, c'est bon ça. Et alors, est-ce que vous avez gagné? Ouais. Pareil. Parce que ceux qui connaissent le truc ne sont pas obligés de gagner. Ils peuvent laisser une chance à l'adversaire, ils peuvent le laisser gagner, ils ont plus de liberté de choix. Et donc vous venez de vivre un recadrage. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, ce jeu ne sera plus jamais le même pour vous. Désolé. Mais voilà ce que c'est un recadrage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez atteint un niveau de compréhension un peu plus élevé du problème et du système dans son ensemble, eh ben, vous ne vivrez plus la situation de la même manière. Maintenant, vous avez plus de liberté de choix. Vous pouvez décider de gagner, de perdre, de faire semblant, de laisser une petite chance à l'adversaire, etc. Et donc, les théories des jeux de la cybernétique sont simplement la base d'une autre théorie. Comment trouver sa propre voie? Si quelqu'un parvient à connaître une théorie sur son comportement, il ne lui est plus soumis, mais acquiert la liberté de lui désobéir. Donc celui qui prend des décisions consciemment a toujours le choix de ne pas obéir à une théorie qui prévoit son comportement. Donc l'auto-organisation et l'empowerment ne sont possibles que si les acteurs trouvent leur propre voie, et donc il n'y a pas d'agilité sans liberté. Donc donner des clés de compréhension sur soi ou son système permet aux individus de changer librement. Donc tout l'enjeu, transformation agile, l'accompagnement, c'est de pouvoir permettre aux managers de changer librement et au système de changer librement. Donc je vous donne un autre exemple de boucle systémique, on va en faire d'autres comme ça, c'est des exemples complètement tirés de mon imagination. Hein. Manque de rentabilité et pression du marché, du coup on a des contraintes budgétaires, un repli sur soi par silo et on recherche des optimums locaux. Problème, la somme des optimums locaux ne fait pas d'optimum global. Et donc, on n'est pas bon sur le marché, on a un manque de rentabilité, on n'a pas d'argent, donc il y a une pression sur les... Enfin bref, vous avez compris? On est dans une boucle systémique. Donc quand j'entendais hier, par exemple, dans un atelier, on n'a pas de budget pour innover, peut-être que ça fait partie d'un ensemble où avec l'innovation, on pourrait peut-être avoir plus de business et du coup avoir de l'argent pour pouvoir innover, enfin tester, je veux dire faire des erreurs finalement. Donc celui qui l'a bien compris, c'est Didier Deschamps. Il a décidé, lui, de sacrifier un joueur de très haut niveau, hein, Benzema, pourtant attaquant au Real de Madrid, parce que pour lui, ce qui prime, c'est le groupe, c'est l'équipe. Et donc c'est cette logique de valeur créée collectivement. Pareil pour la course de relais, qui est un très bon exemple. L'important, ce n'est pas la vitesse individuelle, l'important, c'est la vitesse du bâton. Et donc, agilité à l'échelle, c'est la transmission de valeur entre les équipes qu'on va suivre et qu'on va piloter, qu'on va regarder, sur lesquelles on va être attentif. Donc, question de recadrage comme ça, comment est-ce que vous réussissez à ne pas être agile? Ça, c'est le genre de question qu'on peut tout à fait poser à des équipes, avec leur manager, ou au manager directement. Comment est-ce que vous réussissez à ne pas être agile? Qu'est-ce que vous déployez comme énergie pour ne pas être agile? C'est un type de recadrage qui permet déjà de se poser la question du comment. On est dans une problématique complexe, donc du coup,
On arrête de se demander pourquoi, parce que on en a pour des... Il y a tellement de raisons qui expliquent pourquoi, qu'à un moment donné, on va se focaliser sur le comment on fait dans la situation dans laquelle on est. Réussissez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, vous êtes acteur du non-changement. Et donc, comment est-ce que vous réussissez à ne pas être agile? C'est le type de question qu'on peut travailler en coaching. Donc, on part de Palo Alto, on reprend la route, et là, accident. Donc là, petite énigme pour vous aussi, encore un petit jeu. Vous êtes dans une voiture conduite par un ami, il heurte un piéton, et vous savez qu'il roulait en excès de vitesse. Vous êtes le seul témoin interrogé au procès. Pensez-vous que votre ami peut vous demander de témoigner qu'il roulait en dessous de la vitesse autorisée? Je vois beaucoup de oui. Donc, les amis, avant tout. Qui dit non? Qui dit oui? Ah ouais, quand même. Bah, vous voyez, cette question, quand on la pose en fonction des pays où on la pose, on n'a pas du tout le même taux de réponse. Vous allez en Russie, par exemple, en Corée ou en Italie, vous allez avoir énormément de oui, parce que ce qui est plus important, c'est l'amitié, c'est ces valeurs de coopération entre amis, de loyauté. Alors que dans d'autres pays, au contraire, ce qui compte, c'est la loi, c'est le cadre, c'est la règle. Et donc nous sommes imprégnés de biais issus de nos valeurs propres à nos cultures. Et ça encore, sont des choses qui viennent dans notre cadre mental, plein de choses comme ça dont on n'a pas du tout conscience, mais qui viennent énormément nous imprégner quand on prend des décisions. Donc, autre petit jeu, quelles sont les couleurs des cases A et B sur cet échiquier? Bon, ça me paraît évident, A est noir et B est blanche. Bon, eh ben elles sont de la même couleur toutes les deux, en fait, ces cases. Donc là, ça ne se voit pas parce que c'est un peu persistant. Mais si j'enlève l'échiquier, vous voyez que les deux sont grises. Donc votre cerveau, là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris en compte le contexte, il a traduit l'information pour vous faire visualiser des couleurs différentes. Donc tout ce que vous voyez, c'est une construction en fonction d'informations qui sont traitées. Et qui sont traitées de manière en dessous du seuil de conscience. Je ne sais plus combien c'est des millisecondes, mais ça va très vite. Autre exemple, cette couleur, pardon. De quelle couleur est cette robe? Donc ça, vous le connaissez parce qu'il y a eu il y a eu un buzz sur Internet il n'y a pas longtemps par rapport à ça. Donc qui la voit blanche et dorée? Qui la voit bleue et noire? Et donc cette robe, finalement, vous voyez, l'interprétation qu'on peut avoir de sa couleur dépend de la luminosité et de ce qu'on imagine de la luminosité qu'il y a sur cette photo. Et ça se fait de manière instantanée. Le cerveau l'a travaillé instantanément. Donc, méfions-nous de ce qu'on prend pour des certitudes, des choses même visuelles. Une raquette, une balle coûte au total 1,10 €. Donc ceux qui étaient hier avec Sylvie sur les biais cognitifs la connaissent. La raquette coûte 1 € de plus que la balle. Combien coûte la balle? Bon, ça paraît évident. Que non, ça ne fait pas 10 centimes. 1,05 € et 0,05. Et donc même quand il s'agit de calculs, comme ça, parfois, pris dans l'élan, eh ben, on fait des erreurs. Et donc, une petite métaphore pour expliquer comment fonctionne le raisonnement. Au niveau du cerveau, vous avez 3 systèmes, et non pas 2 comme Kahneman le décrit. On a un système algorithmique qui est logique, fiable, mais qui est très lent. Un système heuristique, intuitif et beaucoup plus rapide, mais qui n'est pas fiable. C'est celui qui nous fait trouver cette réponse immédiate. Et on a le système d'inhibition des heuristiques. Et donc celui-ci, il se travaille. Il y a tout un entraînement qu'on peut faire pour développer le fait de switcher plus facilement sur ce mode d'inhibition. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez par exemple la méditation et certains exercices qui mettent en difficulté le cerveau permettent de switcher plus facilement, ce qu'on appelle en mode adaptatif, et qui permet de favoriser le mode d'inhibition des heuristiques. Et donc de faire moins d'erreurs, de moins tomber
dans ces erreurs qu'on fait de raisonnement, dont les biais cognitifs justement font partie. Alors, pour renforcer le système d'inhibition, il faut douter de son intuition et redouter ses erreurs possibles. Pour le dire de manière beaucoup plus simple, parler, c'est mettre en prod. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on en a un paquet de biais cognitifs, plus de 200, mais c'est pas fini, c'est pas exhaustif. On se rend compte que souvent, c'est parce qu'on a besoin d'agir vite, parce qu'on a trop d'infos, on manque de sens. Donc, ça veut dire qu'on va créer du sens là où on n'en a pas nécessairement, et toujours dans une logique de causalité simpliste. Une cause, un effet. Et ça, c'est très imprégné dans notre culture aussi. Ce ne sera pas la même chose dans d'autres cultures. Et ça nous pose des préjudices en entreprise. C'est « Ah, j'ai la bonne réponse. Non, c'est moi. » En fait, les deux peuvent avoir raison en même temps. La mémoire, sachez que c'est un désastre. Hein. On réécrit la mémoire. À chaque fois qu'on parle d'une anecdote, on réécrit l'anecdote. Okay. Donc, sur le changement, puisqu'on s'intéresse au changement dans cette conférence, il y a plusieurs biais cognitifs qui interviennent. Donc l'effet boomerang, une tentative de persuasion à l'effet inverse de celui attendu. L'esprit de contradiction, donc la réactance, donc c'est qui représente un peu l'esprit de contradiction. Hein. Quand on sent que quelqu'un veut forcer à prendre une décision, vous allez dire non par principe. Oui, mais non, l'assurance vie, là, j'en veux pas. Même si c'est bon pour vous, mais non. Le biais de statu quo, toute nouveauté perçue comme engendrant plus de risques que d'avantages. Donc, je ne vais pas tous les faire, hein, je vous rassure, mais ce qui peut être aussi intéressant par rapport aux biais cognitifs quand on les connaît, quand on sait d'où ils viennent, quelles sont les causes qui déclenchent ces effets, ces biais cognitifs, pardon, on peut travailler sur des causes. Et donc, par exemple, pour l'effet boomerang, la solution, par exemple, c'est de ne pas forcer et d'effectuer des recadrages. Pour la réactance, proposer un choix libre parmi des options. Pour les biais de statu quo, changer petit à petit et visualiser les avantages et inconvénients. Pour le conservatisme, limiter les incertitudes. On a horreur des incertitudes. C'est pour ça qu'il est très important de clarifier les rôles et responsabilités dans les transformations. Aversion à la perte, donc assurer la situation professionnelle à venir. Quand on fait une transfo et qu'on va dire aux managers, aux collaborateurs qui vont perdre en salaire, ça se passe beaucoup moins bien. Et c'est normal. C'est-à-dire que c'est aussi ces biais qui nous permettent de différencier les catégories de résistance au changement qu'on peut avoir et de les traiter différemment en fonction des cas. Pas inventer ici, faire un modèle inventé dans l'entreprise. Donc on revient à travers une autre logique, celle des biais cognitifs, sur ces mêmes idées de liberté, de laisser le choix, de travail collaboratif et de respect des gens. Donc je vous raconte une histoire, parce que là on est parti dans les biais, un peu même très dramatique, tragique. 10 avril, donc crash de l'avion de la présidence polonaise, avec à son bord 96 personnes, dont le président, l'état-major et pas mal de ministres et de personnes déléguées. Et donc quand on analyse la boîte noire c'est un peu la rétrospective hein, dans l'aviation, on analyse la boîte noire, et voilà ce que la boîte noire nous indique. Donc le pilote qui demande finalement, pouvez-vous demander au chef ce que nous devrions faire? Et donc derrière le directeur, donc, il y a un représentant du président qui lui dit, pour l'instant la décision du président n'a pas été prise sur quoi faire ensuite. Donc là, il est question, si vous voulez, d'atterrir à un aéroport sur lequel il y a peu de visibilité. Et donc le pilote, au lieu de prendre la décision par lui-même de dire, bah non, je vais aller dérouter l'avion, je vais aller me poser à un aéroport où j'ai de la visibilité, il se retrouve bloqué dans une situation où il a peur de ce que va dire le chef, de ce que va dire le président, parce que s'il n'atterrit pas là où c'est prévu, ça remet en question tout le protocole. 96 morts. Donc cet exemple, moi je le trouve assez intéressant pour montrer à quel point donc, la crainte de la sanction ou de la mauvaise humeur du chef empêche de signaler les problèmes. Alors, on peut l'analyser de plein de manières, cette problématique. Rapport de protection. On peut le voir comme bouc émissarisation. On peut voir aussi par rapport à l'historique du pilote, parce qu'en fait, il a été témoin d'une scène auparavant où il était copilote d'un pilote qui a refusé de suivre les ordres du président et qui du coup a été viré et a été limogé.
On peut, alors donc voilà, donc cette anecdote, voilà, donc ce qu'on retrouve assez parfois dans certaines entreprises, les fameux indicateurs pastèques qui sont rouges à l'intérieur et verts à l'extérieur. On retrouve un peu la logique de schizophrénie. Non mais tout va bien, ne vous inquiétez pas. Par contre, laissez-nous travailler s'il vous plaît. Donc, le biais de croyance aussi fait partie des biais qui sont très présents en entreprise, dans cette logique de distance hiérarchique. C'est-à-dire que des patrons, des chefs qui vont s'énerver si le planning n'est pas respecté. Parce qu'ils sont tellement pris dans leur croyance que le réel est tel qu'ils l'ont imaginé, qu'ils ne supportent pas de déviance par rapport à leur imaginaire. Et ils peuvent piquer des colères monstrueuses sur ce genre de choses. Et donc dans ces cas-là, je sais que c'est pas facile et ça demande du courage et c'est pas tout le temps évident parce qu'on peut être dans des boucles systémiques, on peut risquer son poste. Donc je comprends que ce soit pas toujours évident, mais une des solutions, c'est la transparence, c'est une communication immédiate des risques, obstacles et indicateurs clés. Et donc plus tôt on communique de manière transparente et régulière, plus on évite ce genre de problème. Important de savoir aussi par rapport au chef sur le biais rétrospectif. Tout ce qui est arrivé n'est pas anticipable. Et le biais du résultat, on doit juger un résultat en fonction du contexte au moment du choix. Donc voilà, de comprendre ces biais, de savoir que les gens, tous, nous tous, on est sujet à ce genre de biais. Ça nous permet, en les connaissant, de dire attention, est-ce que je ne suis pas en train de tomber dans un biais du résultat ou dans un biais rétrospectif par rapport à ça? Il y a le biais du planning aussi qui est pas mal. On a tendance à sous-estimer le temps nécessaire pour accomplir une tâche. Bon. Autre étude assez intéressante. Alors là, on est dans le cas d'un conflit dans une entreprise publique. Et on a demandé aux collaborateurs, est-ce que vous pensez que vous avez fait preuve de collaboration, de compromis, d'accommodement, d'évitement, de compétition? Et est-ce que vous pensez que l'autre en face a fait preuve de ces postures? Et alors c'est assez intéressant parce que des deux côtés, finalement, ils sont d'accord pour dire que eux, ils sont dans la collaboration, dans le compromis, mais que par contre les autres sont complètement dans l'évitement et la compétition. Et donc, il faut savoir qu'on a tendance à surestimer l'égoïsme des autres. On a tendance à surestimer l'esprit de compétition chez les autres. Pourquoi? Parce que voilà, ça nous vient de centaines de milliers d'histoires où on avait intérêt plutôt à être méfiant parce que quand on se faisait avoir, ça pouvait nous coûter très cher. Donc, les biais du conflit, il faut savoir que le conflit, c'est quelque chose qui est important dans le changement. Réussir à bien gérer un conflit, réussir à ce que on puisse dialoguer autour de problématiques, c'est très important à la fois dans une équipe avec un manager. En tant que coaching, on va chercher un rapport de parité entre le manager et les collaborateurs, de manière à pouvoir se dire les choses de manière transparente. Et donc, les biais du conflit, c'est cette tendance à se dire « Non, mais moi, je suis tout à fait logique. C'est lui qui est complètement dans l'émotion, etc. » Alors qu'on est tous dans l'émotion et dans la raison. Il ne va pas s'en remettre si je dis ces quatre vérités. L'illusion de force asymétrique. Ça, parfois, ça nous empêche de dire les choses aux gens. Alors que finalement, on a le droit chacun d'avoir une opinion différente. Ce qu'on dit, c'est juste une opinion, ce n'est pas nécessairement une vérité absolue. Il a bien calculé son coût, il a fait ça pour me nuire et parce qu'il veut prendre ma place. Donc là, on est dans les biais d'attribution hostile et des illusions de connaissance asymétrique. Donc voilà, simplement, vous avez beaucoup, on a tous, j'en ai évidemment moi aussi, moi je suis très d'ailleurs, j'ai beaucoup de mal par exemple à dire les choses parfois, à certains je prends toujours un peu des pincettes parce que j'ai pas envie de faire mal à l'autre, mais voilà, moi-même, tout le monde, on a tous des biais comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, est-ce que finalement, j'ai pas aussi moi des biais cognitifs comme ça de temps en temps? Donc, prendre conscience de ses propres biais ou simplement douter favorise le dialogue et la résolution de conflits. Ok? Donc, petite phrase d'Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements relatifs aux choses. Pour vous dire que ça fait quand même très longtemps qu'on a compris ces choses-là. Maintenant, on va passer au coach rigide, parce que voilà, c'est bien de faire des rétrospectives, c'est bien de se remettre en question. Donc nous, les coachs agiles aussi, on doit se remettre en question. Et donc les biais du coach rigide, ça va être,
Alors, hein, vu sa personnalité, il va réagir de manière prévisible, il ne changera pas. Ça, typiquement, biais d'imputation de trait, biais acteur-observateur. Son résultat au test MBTI le définit parfaitement bien. Les tests de personnalité, attention, vous pouvez changer de personnalité. Vous n'avez pas le même résultat d'un coup sur l'autre. En fonction des tests, vous n'avez pas les mêmes profils. C'est bizarre quand même. Donc à prendre avec quand même un peu de distance, parce qu'on a tendance, avec l'effet Barnum, à croire, quand on fait une description de nous, que « Ah oui, c'est tout à fait moi, ça ». Typiquement l'astrologie, par exemple. Donc il est l'unique responsable de sa conduite. Tant pis pour lui. Finalement, les gens, ils font un peu comme ils peuvent. Okay, on est source de plein d'émotions, de plein de... Même notre taux de sucre, par exemple, va influencer notre état, etc., nos hormones. Donc, la plupart du temps, on fait comme on peut. Et donc, c'est aussi un message de tolérance. Donc, les biais du coach rigide, il y a aussi le biais de confirmation, évidemment. Je sais déjà ce que ce consultant va nous dire. C'est un consultant, il va faire du consulting. Le cynisme-naïsme, ce responsable de service veut forcément un maximum de pouvoir. Encore une fois, on a tendance à surestimer l'égoïsme des autres. Et il a croisé les bras, donc il n'est pas d'accord avec moi. Attention, tous ces trucs de PNL, prenez beaucoup de distance avec ça. L'illusion de transparence, on a vite tendance à croire qu'on sait ce qui se passe dans la tête des gens. C'est faux. C'est très très souvent faux. On a besoin de simplifier, mais la plupart du temps, on se plante. D'où l'importance du dialogue, des interactions, encore. Et pourquoi c'est une des valeurs fondamentales de l'agilité, si ce n'est la valeur fondamentale de l'agilité. Donc, je vais vous parler maintenant de l'impuissance apprise. L'impuissance apprise. Donc, l'exemple que vous connaissez certainement, c'est celui des éléphanteaux à qui on attache des chaînes quand ils sont les éléphanteaux, ils sont petits. Et donc ils essayent de se débattre, ils n'y arrivent pas, et donc ils finissent par arrêter d'essayer. Et du coup, quand l'éléphant est adulte, une simple corde suffit pour que l'éléphant n'essaye même pas de s'en sortir. Et donc l'impuissance apprise, c'est terrible parce que c'est quelque chose qu'on retrouve. Alors déjà, évidemment, on le retrouve aussi avec des expériences sur des chiens qu'on a électrifiés. On le retrouve aussi sur des classes, avec des élèves. On a fait des tests avec des anagrammes. En 5 minutes, vous pouvez créer un sentiment, un état d'impuissance apprise chez des enfants qui vont se sentir nuls, être découragés et arrêter d'essayer. Ça fait partie du genre de problème qui explique les différences qu'il y a entre les hommes et les femmes par rapport au fait de faire des études scientifiques. Donc ça, c'est terrible pour l'autonomie, la motivation et l'innovation. Et donc, pour sortir de ce genre de problématique, on retombe toujours un peu sur les mêmes logiques. Donc là, on prend d'autres chemins, mais finalement, on arrive toujours aux mêmes outils. Pour y remédier, les acteurs doivent expérimenter progressivement des réussites. C'est pour ça que c'est très important, c'est très intéressant dans les rétrospectives, même parfois, de faire simplement les actions les plus faciles au début, de manière à pouvoir se remettre dans le bain. De se dire, mais je suis capable de changer les choses autour de moi. Typiquement, les thérapies comportementales et cognitives aussi utilisent ce genre de technique pour lutter contre les phobies. C'est-à-dire quand on a peur des araignées, par exemple, on va faire des séances, on commence juste par montrer une photo d'une araignée toute petite. Et puis quand librement la personne qui est victime de phobie décide de passer au cran du dessus, on lui montre une photo d'une araignée un peu plus grosse. Et petit à petit, elle arrive à se rendre compte, à expérimenter le fait qu'il n'est pas en danger avec une araignée, en tout cas visuellement. Et petit à petit, commence à voir cette phobie disparaître. Donc ça, c'est des choses qui fonctionnent d'un point de vue expérimental, pas dans tous les cas, mais ce sont des outils des TCC. Donc, on est un petit peu vite. Donc voilà pour dire simplement que nos managers, ils sont pris dans pas mal de dilemmes et pas mal de difficultés. Impuissance apprise, les biais cognitifs, syndrome d'utopie, les injonctions contradictoires, changements permanents, des boucles systémiques, des biais culturels, la distance hiérarchique. Et donc, c'est pas facile d'être manager dans une transformation.
Et donc c'est aussi un message pour que les coachs, nous coachs, on soit aussi un peu vigilants quand on dit de manière très péremptoire ou théorique, ah il faut faire ci, il faut faire ça. Pas toujours si évident. Et donc, comment on fait du coup? Eh ben, on utilise des techniques de recadrage, la posture basse pour permettre aux managers, aux équipes de trouver leurs propres solutions, les interactions, encore et toujours, la transparence, stop why, start how. On arrête d'essayer de comprendre pourquoi. Alors c'est le why du passé, c'est pas le why du futur, hein. C'est pas celui de la vision, mais c'est celui plutôt du pourquoi on en est là. Plus on ressasse les problématiques passées, finalement, on retourne dans ces boucles systémiques. Donc on commence à se demander, non mais là, comment on fait concrètement? Donc le pas à pas pragmatique, c'est quelque chose qui fonctionne aussi très bien. Pas besoin de faire d'énormes plans sur la comète, mais simplement, voilà, là on va mettre en place un PI planning ou un RPE, on va préparer le Kanban des MMF, on y va tout doucement, pas à pas, de manière collaborative, et on fait les choses juste le next step. Voilà, donc ça, la liberté de changer, le respect de la liberté de changer, renforcer l'inhibition pour ceux qui en veulent. On ne peut pas forcer quelqu'un à vouloir être plus intelligent. Par contre, ceux qui le veulent peuvent le travailler. Et donc voilà, simplement pour vous donner envie d'avoir une approche systémique, parfois dans vos problématiques, parce que le coaching systémique, l'accompagnement, le recadrage, ce genre de techniques peuvent permettre de sortir des vraies difficultés finalement dans lesquelles sont les entreprises et qui ne se règlent pas par des formations. Voilà, donc la victoire sur soi est la plus grande des victoires. Je finirai simplement avec ce mot de Platon. Voilà, donc merci. Donc pour aller plus loin sur ce sujet, les différents ouvrages donc, qui ont été utilisés pour cette conférence, alors sauf celui-là, le noir, je ne l'ai pas lu, j'ai juste cité une phrase. Mais sinon, vous retrouvez donc pas mal de choses. Donc à gauche, on a plutôt sur le cerveau. Donc neurolearning, je le recommande pour vos formations avec une logique de compréhension des neurosciences, parce que ça en fait des formations hyper efficaces. Comment fonctionne la mémoire, par exemple? Ça nous apprend qu'on oublie très 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 vite. Donc, une journée de formation, le lendemain, il faut qu'il y ait un rappel. Après, on peut revoir la formation une semaine après. Et après, on peut revoir les choses un mois plus tard. Donc tout ça, c'est expliqué dans Neurolearning, qui est un très bon ouvrage. Le que sais-je sur le raisonnement pour le fonctionnement des trois systèmes. Systémique, avec Jacques-Antoine Malarevitch et la 5e discipline. L'optimisation du flow et l'agile at scale avec ses ouvrages. Et là, on est sur du Palo Alto. Voilà, donc pour les rôtis, là, voilà le code.